Eh bien, je vais commencer tout de suite avec cette conférence donc, qui fait, disons, un rapport entre deux choses qui nous paraissent, qui sont vraiment éloignées, le monde minéral et le monde du vivant. Et ce qu'on va voir particulièrement, c'est donc le concept de matériaux du type bio-nano-hybride. On va voir quelques résultats récents sur des bio-nanocomposites qui sont basés dans des silicates. On va voir quelques de ses propriétés et quelques des applications, même de bio-nanocomposites qui sont basés dans des sels associés à des supports inorganiques ou même des virus. Pablo Picasso disait que tout ce qui peut être imaginé est réel. Et dans les cas de la combinaison entre matériaux d'origine minérale et des composés d'origine du monde vivant, des plantes, d'animaux, c'est un domaine quand même qui constitue, disons, une interface, une frontière qui peut, comme on va voir, donner à des résultats pour l'imagination impressionnantes. Mais l'imagination, toujours a une limite. On ne peut pas combiner, par exemple, comme on voit ici, pour faire un biohybride. Qu'est-ce qu'il faut pour faire un biohybride? Eh bien, il faut aller au monde de plus petit, le nano, la nanotechnologie. Donc, se placer à la frontière entre les sciences de la vie, les sciences des matériaux, la nanotechnologie, et on peut donc se rappeler que les composés hybrides sont réellement des composés qui contiennent une partie organique et une partie inorganique, et c'est un type de matériaux nanostructurés qui, comme tout le monde sait, peuvent avoir des possibilités énormes. Mais imaginons qu'on va combiner maintenant avec les solides inorganiques à l'échelle nanométrique des composés qui sont d'origine biologique. Eh bien, on a alors des matériaux qu'on peut appeler des bio-nanocomposites et que, comme on peut voir, le nombre de publications qui démarrent il y a moins d'une dizaine d'années, donc pratiquement dans cette décade encore, la dernière décade, eh bien, c'est vraiment exponentiel. Quand on voit quelque chose comme ça signifie qu'on est devant un sujet émergent, mais très intéressant. C'est typique, une évolution de nombre de publications très grande. Donc, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on peut avoir différentes stratégies pour la synthèse. Et on peut prendre comme point de départ la nature. Donc, on peut penser à des matériaux biomimétiques, bio-inspirés. Réellement, des nanocomposites sont dans la nature, l'os, le marfil, le nacre. Ce sont des matériaux qui ont des propriétés, et spécialement des propriétés mécaniques très intéressantes, mais aussi il y a d'autres propriétés de type fonctionnel. Donc, un exemple typique, c'est le nacre. Le nacre est vraiment un biomatériel, un biominéral qui est formé par un empilement de couches très fines de carbonate de calcium, la face aragonite, qui est fortement liée, cimentée par une protéine qui est la lustrine A. Et ceci nous donne lié à des matériaux qui ont des propriétés vraiment performantes du point de vue mécanique. Et il y a différents types de solides inorganiques qu'on peut combiner avec des matériaux d'origine biologique. C'est fondamentalement les carbonates et les bicarbonates de calcium, les phosphates de calcium aussi, et donc composants comme le nacre, ou l'os,
Et il y a aussi, donc, ce sont des nanocomposites d'origine naturelle, et on peut faire, d'une manière express, on peut faire de matériaux biohybrides sur une base de silice, d'autres, des métaux, des oxydes métalliques, mais aussi, c'est un domaine important, le silicate, et spécialement du type des argiles. On va considérer d'une manière bien spéciale, donc, de bio-nanocomposites ou des clés qui sont des bio-nanocomposites qui sont basés dans les argiles. Ils ont une très grande importance, ces systèmes, mais certains d'entre eux peuvent être formés par des processus de biominéralisation. Juste vous montrer quelques exemples développés dans notre laboratoire d'une manière extrêmement simple. Il suffit de faire des films, par exemple des hydrogels, et les saturer par le calcium. Par exemple, des films de polysaccharides tels que l'alginate ou l'agarose. Eh bien, en présence de sels de calcium et en saturant par le CO2, ils forment des choses tellement diverses et qui vont dépendre de cette forme et la composition en calcite ou en vatérite des conditions expérimentales. Voici encore quelques exemples, juste avec les K-carragénanes ou les chitosanes. Donc, ce sont tous des polysaccharides et ce sont des conditions, par exemple, des temps ou des températures, des concentrations, etc., qui vont faire changer non seulement l'aspect, donc la morphologie que vous voyez ici, mais aussi d'une manière plus fondamentale dans la composition, dans la structure. C'est très curieux que la vatérite n'est pas une des phases. Ils sont les plus stables, les plus favorables pour la formation, mais quand ils sont formés en présence de ces polysaccharides, il y a dans certains cas, sont formés préférentiellement vis-à-vis de la calcite. On a dit que le bone, c'est vraiment l'os, c'est vraiment un exemple d'un bio-nanocomposite d'origine naturelle. Et il a une importance énorme. Il y a beaucoup de travaux qui ont été développés dans ce sens. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites. Je vais tout simplement signaler que sur la base de la combinaison de l'apatite ou de l'hydroxyapatite et le collagène, on peut faire, disons, préparer des mousses rigides qui ressemblent à l'os et qui ont la possibilité d'être utilisés dans l'ingénierie des tissus. Ils sont utilisés d'une manière efficace déjà. Mais ce n'est pas exactement, ils n'ont pas exactement les mêmes propriétés que l'os naturel. En réalité, et d'accord avec Tampieri, on pourrait dire que le système le plus excellent, qui sont capables d'agir comme un matériel fonctionnel, c'est les organismes vivants, qui sont les vraies organisations intelligentes. Donc, c'est difficile d'avoir exactement les mêmes caractéristiques. Il y a des détails, par exemple, comme le remplacement d'une partie du calcium par des traces de sodium ou de magnésium, donc des substitutions isomorphiques dans les phosphates qui vont être très importantes, de même que des traces, par exemple, des anions, tels que des hydrogénophosphates ou de carbonate, qui sont importantes, par exemple, c'est juste un exemple pour voir que ce sont des systèmes très complexes. Et ces substitutions peuvent agir d'une manière favorable pour la bioréabsorption. Donc, concernant la silice et les silicates, il y a plusieurs points de vue qui sont intéressants à considérer. D'abord, la silice qui est générée par sol-gel peut produire l'attrapement des espèces de composants d'origine biologique dans cette matrice silicique. Il y a aussi des applications qui peuvent recevoir de la silice organisée comme la silice mésoporeuse.
Il y a aussi des possibilités d'intercalation dans les silicates lamellaires. Il y a aussi la possibilité d'association, d'assemblage entre composants d'origine biologique et la surface des silicates qui ont une très grande étendue, donc une grande surface spécifique, telles que les argiles du type fibreux, comme la sépiolite et la palygorskite. On voit quelques exemples, juste pour vous signaler. Il y a par exemple les intercalations dans les systèmes lamellaires tels que les argiles des protéines ou des polysaccharides, l'assemblage LBL, layer by layer, par exemple pour faire le nacre artificiel ou l'inclusion de la chlorophylle A dans la silice mésoporeuse, ou l'attrapement des enzymes par des silices formées voie sol-gel, ou l'incapsulation dans des matrices plus rigides des selles vivantes. Et pour montrer un exemple des silices qui sont donc des systèmes basés dans la silice produits par sol-gel, il y a un nombre énorme de productions. Ça, c'est juste quelques exemples pour moi d'un grand intérêt, assez représentatif, pour produire l'attrapement de beaucoup de matériaux d'origine biologique, comme les acides nucléiques ou les antigènes ou des bactéries même, fongiques, matériaux fongiques ou des plantes ou des selles des animaux ou même des protozoos, etc. Et voilà quelques exemples. Ici, c'est le cas de l'entrappement d'une silice et l'association, l'assemblage avec des polysaccharides. Donc, c'est la silice et l'alginate. Donc, ils sont préparés par des processus de spray dry. Ici, il y a quelques exemples qui montrent l'entrappement des enzymes dans des systèmes du type sol-gel. Ça s'est développé dans les groupes de Ovadia Aleph et dans les groupes aussi d'Avenir. On voit des exemples de stabilisation des enzymes, des systèmes enzymatiques qui continuent à fonctionner une fois qu'ils sont formés, ces systèmes, ces matériaux hybrides. Ou même des systèmes beaucoup plus complexes, comme c'est l'attrapement dans des matrices siliciques de ce qu'on peut appeler la machinerie de la synthèse des protéines. Et tous ces systèmes beaucoup plus complexes, comme vous voyez. Il y a des possibilités d'attrapement de chlorophylle A, par exemple. Ici, c'est du groupe de Fukushima, Toyota, en Japon. Donc, c'est des molécules qui peuvent pénétrer et se stabiliser à l'intérieur des silices de nature mésoporeuse. On voit aussi quelques exemples de systèmes plus compliqués, comme c'est l'attrapement dans des silices formés par sol-gel des thylakoïdes, donc des systèmes dont les chloroplastes peuvent encore assurer de la photosynthèse. Des systèmes qu'on connaît bien ici, de production de monolithes, de silices basés dans l'immobilisation de certains enzymes du type de lipase qui sont très intéressants parce que ce sont des mousses rigides qui contiennent ces enzymes et qui ont des possibilités de transformation des matériaux pour la production biodiesel. Encore des exemples dans ces cas, c'est l'immobilisation des cellules complètes d'un matériau fongique comme c'est le Saccharomyces cerevisiae et qui est intéressant du point de vue de que ce système va être utile pour la préparation des biocapteurs. Et une découverte, vraiment, c'est le travail développé par le groupe de Livage, de Jacques Livage, et en particulier de Nadine Nassif, c'est le travail de l'attrapement
d'une bactérie dans un gel de silice qui est formé par sol-gel, mais aussi d'autres silices colloïdales, en présence de glycérol pour protéger ce système disons de l'alcool qui peut venir des alkoxides. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans ces cas, il y a une viabilité, c'est-à-dire une survivance de cette bactérie dans ce système pendant des semaines. C'est ce qui est vraiment à représenter un avancement très important. Il y a des systèmes d'immobilisation qui évitent la production des alcools qui viennent des alkoxides. Ça, c'est un exemple ici de comment on peut développer des dispositifs qui vont éliminer le méthanol, ou usuellement c'est le méthanol ou l'éthanol qui est produit par les alkoxides, et capturer, englober, comme vous voyez ici, des systèmes un peu plus complexes. Nous avons développé des systèmes d'entrappement des lichens, par exemple, dans des silices qui ont été produits. Dans ces cas, c'est par système sol-gel du méthylacryloxy, propyl triméthoxysilane en présence de thémos, et par voie sol-gel, on voit ici comment on peut parvenir, mais ici on les voit très simples, mais il faut faire des centaines d'expériences pour avoir un système qui soit compatible et qui va donner donc une combinaison, comme vous voyez ici. Ici on voit le SIFA, qui vient de la partie fongique du lichen. Et ce qui est intéressant, c'est que les lichens sont réellement, on peut les considérer comme des biomoniteurs, dans le sens que ce sont des systèmes qui attrapent préférentiellement des métaux lourds. Plus on s'approche à une ville, plus les lichens disparaissent. Et c'est parce qu'ils sont empoisonnés, à cause de que la production des métaux lourds autour des villes et autour des routes, etc. Et c'est pour ça qu'on ne les trouve pas. On les trouve à la campagne, dans des milieux vraiment, un environnement éloigné de la pollution. Eh bien, nous avons justement utilisé cette possibilité qu'ont les lichens de complexer des métaux lourds pour développer des capteurs basés dans ce système que vous voyez ici, et donc, mais qui devient conducteur par incorporation du graphite comme collecteur électronique. Et on voit des réponses vraiment intéressantes pour les cadmium, pour le plomb, etc. Pour le cuivre, bon, mercure aussi. Et ici, on voit qu'il y a un rapport linéaire dans la concentration dans le cas du plomb, par exemple. Donc, c'est juste un exemple pour montrer les possibilités de combinaison des matériaux d'origine vivante avec des matériaux inorganiques qui vont donner des applications comme capteurs. Les algues sont vraiment très importants du point de vue de l'alimentation humaine, mais aussi le développement des cultures des algues est très important pour la capture du CO2. C'est vraiment, on sait qu'un mètre carré d'algues peut avoir le même pouvoir de captation de CO2 en 24 heures qu'un hectare d'un bois pendant un an. Donc, ce sont des systèmes vraiment très efficients. Et il y a un grand intérêt à les immobiliser et dans des solides poreux où on peut maintenir vivant ces systèmes. Nous savons, donc, il y a quelques exemples, comme celle du groupe de Flitter, mais aussi des bionanocomposites qui peuvent donc assurer la viabilité de certains algues. Ici, c'est un exemple d'une algue qui est la
dans ce cas c'est la chlorella, qui s'installe dans un système sol-gel. Comme vous voyez, il y a seulement, il n'est pas attrapé, mais elle reste bien retenue dans toutes les fissures, toutes les fractures qu'il y a. C'est le système sol-gel qu'on a utilisé. Dans cet exemple, c'est le système MAPS, comme on avait dit, c'est le méthylacryloxypropyl triméthoxysilane combiné avec le TEMOS dans les proportions 1 à 1. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une viabilité, bon, ici c'est jusqu'à 18 jours, mais c'est vraiment, ça se prolonge même pendant 2 mois. Et le système, pour autant qu'il est dans le milieu nutritionnel, le milieu physiologique de nutrition, il va continuer à vivant dans ces systèmes hybrides. On voit ici un exemple d'une autre algue, ça c'est la Anabaena, et que est dans notre système silicique. Et c'est le système qu'on a développé avec une composition différente, et on a donc ici c'est ça c'est la chlorella encore, et on voit la réponse au plomb, voilà. Ici, on voit, donc ça c'est pour le cadmium, mais on voit aussi une corrélation. Donc il y a une réponse, et on peut faire des capteurs pour la détection de ces métaux lourds. Ça c'est la composition, donc c'est majoritairement c'est le méthyltriméthoxysilane, en présence du phényltriméthoxysilane et du TEMOS. Ce système est intéressant pour immobiliser les algues. Et vous voyez ici, on voit cette algue, une partie qui est à l'intérieur et une partie de l'algue qui est à l'extérieur. Ça se voit, c'est remarqué beaucoup plus, de manière plus claire dans les images du confocal. Et dans l'absorption atomique, on voit qu'il y a une partie ici en verte, on voit qu'il est à l'extérieur, tandis qu'ici, il a été enlevé. Donc on voit donc, un puits qui correspond à ce signal. Et dans d'autres conditions, on voit que complètement, il y a une partie qui est complètement sortie de l'intérieur. On voit la trace qui reste. Donc ça serait utile pour faire de la sophlithographie. Quand on voit ici, il est complètement décroché, cette surface. Et concernant le système basé dans les argiles, on peut considérer des bionanocomposites, on va considérer des interactions avec des enzymes, des interactions avec des cellules vivantes et aussi avec des virus. Et je voudrais vous rappeler que les 2 types d'argiles qui intéressent dans ces cas, ce sont des argiles du type lamellaire, comme la morillonite, avec des possibilités d'intercalation, et l'autre serait la sépiolite ou la palygorskite, qui ont une structure qui ne permet pas l'intercalation, mais qui montre une surface spécifique très grande, et dans les interactions à l'extérieur de ces minéraux, de ces silicates, et peut être vraiment peut assurer disons, l'assemblage de différents types de molécules, des macromolécules, etc. Mais pourquoi les argiles dans les hybrides? Quels sont les avantages en comparaison avec les systèmes sol-gel classiques ou les systèmes qui sont faits au départ des alkoxides, typiquement des alkoxides de silicium? Eh bien, les argiles nous offrent déjà la partie inorganique qui est préorganisée, qui a une structure cristalline, où on peut varier très bien la composition, et on peut profiter de certaines caractéristiques, comme c'est par exemple la grande surface spécifique, donc il y a une possibilité d'absorption très grande, la capacité d'échange cationique, ils sont de très bons
la stabilité, peut conférer une très bonne stabilité thermique, mécanique, du type chimique. Et ils sont aussi des matériaux qui sont vraiment très bon marché, qui sont des écomatériaux et qui sont même biocompatibles. Donc, et en plus, qui sont des capacités d'ajouter, par exemple, encore des fonctionnalités, voire greffage, etc. Donc, ce sont les avantages, et c'est pour ça que le système basé dans les argiles peut être une alternative ou une complémentarité importante vis-à-vis des systèmes qui sont basés dans les sol-gel. Les bio-nanocomposites qui sont basés dans des argiles, on peut les considérer comme des systèmes en quelque sorte biomimetiques ou bio-inspirés par rapport au nacre. Donc on voit donc des intercalations des macromolécules qui vont assurer, ou même des pièces qui ne sont pas intercalées, des cristallites, qui vont être cimentées et qui vont pouvoir assurer la formation de systèmes comme ça. C'est le cas, par exemple, étudié par le groupe de Kotov, donc du nacre synthétique. Vous voyez ici l'aspect vraiment qui nous rappelle aux propriétés optiques qui a le nacre naturel. Et dans cet exemple, c'est un autre polyélectrolyte qui a été utilisé. Ce n'est pas un matériel du type d'origine biologique, mais on peut le faire avec des chitosanes, avec d'autres, des polysaccharides, de la gélatine. On peut faire des matériaux qui sont vraiment du même type qu'on voit ici. Et pourquoi sont intéressants la synthèse, ces matériaux de type synthétique? Eh bien, les biopolymères sont vraiment répartis dans le monde entier. On peut les trouver partout, comme l'amidon, la cellulose, la chitine. Ils sont biodégradables et ils sont biocompatibles même. Donc, ils peuvent être intéressants pour faire l'ingénierie des tissus. Et ils ont des propriétés intéressantes du point de vue des propriétés mécaniques, des propriétés thermiques, des propriétés barrières, mais spécialement, ils sont intéressants du point de vue des propriétés fonctionnelles, comme l'échange ionique, ou ils peuvent être utilisés par ces propriétés électrochimiques dans des biocapteurs, etc. On va voir quelques exemples. Mais on peut voir aussi la grande variété des différentes biopolymères qu'on peut utiliser pour faire ces bio-nanocomposites par interaction avec les argiles. Ici, on peut voir quelques groupes qui travaillent, comme le groupe de Park ou de Stephen Mann, de Philippe Dubois, Luc Averroux, Sunarai, avec des différents sujets liés et des différentes spécialités avec l'amidon ou avec des polylactides, etc. Donc, différents groupes qui travaillent dans les argiles. Ça, c'est particulièrement certains groupes qui travaillent dans des matériaux qui sont bien liés aux argiles, comme c'est les hydrosides double lamellaires. Et dans notre groupe, on a travaillé dans différents types de polysaccharides. Vous voyez ici des alginates, pectines, l'amidon, la cellulose, les dérivés des celluloses qui sont solubles. Certaines protéines, comme la gélatine et la céine, ou des lipides, comme les phospholipides, la phosphatidylcholine, par exemple, même des acides nucléiques, dans des différents types des argiles. Je vais commencer par un exemple qui va nous montrer comment on peut faire des membranes biomimétiques avec des argiles et avec la phosphatidylcholine. Très brièvement, vous rappelez qu'une membrane biologique est réellement composée majoritairement de différents lipides, évidemment, mais majoritairement de la phosphatidylcholine. Il y a aussi d'autres constituants, mais ça c'est, disons, les composants fondamentaux.
il y a des protéines, évidemment, et d'autres groupes, comme le cholestérol, etc., qui sont inclus dans ces membranes biologiques. Eh bien, on peut considérer qu'on peut faire des membranes du type bicouche, comme vous voyez ici, et à partir de liposomes aussi, ou directement à partir de la phosphatidylcholine. Donc, si des liposomes, c'est-à-dire c'est des dispersions bien contrôlées de ces types micellaires, de ces lipides dans l'eau, peuvent former sur la surface des argiles un arrangement qui va nous rappeler beaucoup, très bien, à membrane biologique. Et ça, c'est par exemple intéressant parce qu'on peut les utiliser par après pour insérer des enzymes. Les enzymes vont se trouver, dans une membrane artificielle, donc d'une manière qui ressemble beaucoup aux membranes naturelles. Donc ils vont fonctionner, ce système enzymatique, d'une manière assez performante. Mais on peut aussi inclure des protéines qui peuvent avoir une activité biologique spéciale, dans ces cas par exemple pour la hématoglutinine, pour la fabrication des vaccins, ou même des virus, pour faire donc des associations biomimétiques des virus avec des membranes. Mais on va utiliser des membranes supportées. C'est la partie de la thèse de Bernd Wicklein qui a été présentée il y a 2 ou 3 semaines. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une grande différence de faire, disons, le traitement dans l'eau de la phosphatidylcholine, parce qu'il y a sa tendance à former des liposomes, mais ou travailler en milieu comme le méthanol ou comme le éthanol. Parce que, alors, dans ces derniers cas, on peut faire des auto-assemblages avec des unités en formant des monocouches ou des bicouches en fonction des conditions expérimentales. Parce que ce qui était connu, c'est que lorsque la phosphatidylcholine était mise en contact avec les argiles dans l'eau, il formait des liposomes qui vont entourer même toute la particule de l'argile. Et c'est un système qui aura une organisation bien différente. On peut voir donc que cette absorption va se passer d'une manière très différente dans l'eau, ou si l'absorption est faite au départ des molécules dissoues, dans ce cas, dans le méthanol. Et c'est le cas d'une argile du type lamellaire comme la montmorillonite. Ici, il y a une grande affinité pour pénétrer à l'intérieur, et il y a des intercalations dans l'espace interlamellaire de l'argile, et en fonction de la concentration initiale, on va voir des phases où la phosphatidylcholine va rester couchée, la molécule couchée sur la surface interne de ces silicates, ou bien elle va pouvoir se disposer dans la forme d'une monocouche ou même d'une bicouche. Ici, on a donc un système tout à fait qui nous rappelle le système naturel d'organisation des membranes. Dans le cas de la sépiolite, bien, la sépiolite ne permet pas des intercalations, mais sur la surface externe, on peut avoir donc une manière parallèle, on voit 2 zones dans l'isotherme d'absorption, l'une qui correspond à la formation d'une monocouche et l'autre une bicouche, comme on voit donc ici, sur une surface externe. Et on voit comment le changement donc, de l'angle de contact va nous indiquer et est complètement d'accord avec le changement du caractère hydrophile hydrophobe. Ça, c'est un exemple d'application de ce système. On a donc un système qui ressemble beaucoup à un système naturel. Donc, les enzymes, comme c'est par exemple l'uréase ou la cholestérol oxydase, peuvent être associés d'une manière
parfaite, disons, qui va préserver bien ses conformations et dont l'activité va être assurée. De cette façon, on voit que l'uréase, lorsque est placé dans la sépiolite, dans l'argile, dans ce silicate, son traitement n'a pas une réponse de bioactivité. Mais si on va protéger avec une monocouche, on va avoir une activité comme on voit ici, mais cette activité va être très grande, qu'on peut voir ici, si on a un système qui ressemble vraiment aux doubles couches typiques d'une membrane biologique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire donc des biocapteurs basés dans ce système avec donc une réponse pas dans un domaine très grand, mais avec un temps de vie vraiment et une durabilité très, très grande. Vous voyez, après 5 mois, la réponse de ces biocapteurs est pratiquement constante. Et on peut voir donc aussi que il y a une période très longue de réponse. Et dans le cas de la cholestérol oxydase, ce qu'on voit, c'est un domaine d'application pour la détection qui est vraiment très étendu, très grande, un domaine très grand. Une autre application, c'est le développement des bioréacteurs. Et ces bioréacteurs fonctionnent vraiment très bien à long terme parce que le cholestérol oxydase est vraiment très bien protégé, disons, se trouve dans un environnement très intéressant. Je voulais juste vous montrer ici qu'il y a, si on utilise des sépiolites qui ont été transformés dans des matériaux superparamagnétiques, alors on peut les récupérer d'une manière vraiment très simple, tous ces systèmes enzymatiques, et qui continuent à développer son activité d'une manière vraiment très intéressante. Une autre application, c'est que ce matériau attrape des matériaux toxiques. C'est des matériaux toxiques typiquement qui sont dans l'alimentation animale, comme les toxines, les aflatoxines, les dioxyvalénol et d'autres mycotoxines, donc qui sont produits par des matériaux fongiques, des espèces fongiques, et qui vont attraper ces membranes à ces matériaux donc qui peuvent être utilisés pour séquestrer ces toxines. C'est une autre application. Dans ces cas, par exemple, exacts, on peut voir donc des taux d'attrapement assez importants de la séralénone, qui est une toxine donc, qui est vraiment... Ça, c'est comparé avec un produit commercial, qui est le mycosorbe. Bon. On va voir maintenant les intercalations de chitosanes, c'est-à-dire l'assemblage de certains polysaccharides dans les argiles de type lamellaire. Le chitosane est un polysaccharide qui est chargé positivement, dans certaines conditions de pH évidemment, et qui peut donc pénétrer dans un système lamellaire comme une argile du type montmorillonite, qui va remplacer des cations, par exemple, du type sodium, et qui va compenser la charge négative dans les feuillets de l'argile. Pour des plus grandes concentrations initiales, on voit qu'on peut intercaler 2 couches. Dans le premier cas, il y a une compensation de la charge, donc tout ce système est neutre. Dans le deuxième cas, il y a une deuxième couche qui vient, mais il faut qu'il vienne avec l'anion qui est nécessaire pour neutraliser ces charges. Dans ce cas, c'est l'acétate. Donc on a des anions acétates à l'intérieur de l'argile. Donc on a passé d'un système qui est un échangeur cationique à un échangeur anionique. Et ça peut être profité, ça on le voit donc dans ce système de isotherme, la monocouche ou la bicouche. Dans ces bicouches, la présence des anions peut être utilisée pour développer des capteurs qui sont sensibles à des anions.
Et la localisation à l'intérieur des couches interlamellaires va faire une sélectivité pour les monovalentes comparée avec les divalents et comparée avec des anions trivalentes. Et ça peut être utilisé pour développer des langues électroniques qui vont détecter avec des capteurs comme le chitosan et les argiles, vont servir à la reconnaissance des liquides complexes. Nous avons appliqué ce système qui a été complètement développé dans les groupes à partir des matériaux récupérés, comme des machines électriques anciennes, les IBM anciennes, etc. Mais c'est un système qui fonctionne assez bien pour la détection et l'examen par application du CBR, qui est une technique d'intelligence artificielle qui n'avait jamais été appliquée dans la chimie. Et c'est un système qui fonctionne très très bien et qui peut être appliqué pour contrôler les anions, spécialement les nitrates qui contiennent les systèmes, disons, sans sol, des cultures sans sol, et qui doivent être contrôlés d'une manière efficace, comme on a pu montrer ici. Avec la sépiolite, on peut aussi former, mais à l'extérieur, des bionanocomposites, mais qui vont agir seulement à l'extérieur et entre une fibrille et l'autre. Ce qu'on voit, c'est qu'on peut arriver à intégrer les fibres des sépiolites. Je crois que ça, on peut le voir mieux ici. On peut intégrer, c'est voir comment les fibres sont réellement intégrées dans le chitosan, comme vous voyez ici. Et ça, c'est vraiment un cas intéressant. La gélatine est très intéressante parce qu'elles peuvent vraiment agir dans la cristallinité. La sépiolite peut contrôler la cristallinité lors de son assemblage à une matrice du type gélatine, va contrôler ses propriétés de cristallinité et certaines propriétés mécaniques. On va voir que le module d'élasticité peut être augmenté par un facteur 2.2. Ça, c'est le résultat de la thèse de Francisco Fernandez, qui est ici. Et c'est seulement une partie, évidemment, de la thèse. Mais je crois qu'une partie intéressante fait référence à l'utilisation de sépiolites modifiées par traitement thermique pour faire une sépiolite qu'on appelle la sépiolite anhydre. Donc, c'est une phase exempte de molécules d'eau, ou la protonstatite, ou modifiée par greffage. Bon, on a toute une série de fillers, de nanocharges, qui vont être incorporés dans la matrice de la gélatine. Et ce qu'on voit, c'est que la sépiolite modifiée, non modifiée, donne le module de Young qui sont les plus importants. Donc, il y a des actions qu'on ne pouvait au début s'attendre, mais qui vont, on voit comment on peut agir dans ces interactions. Cette modification de la surface va déterminer l'organisation de la gélatine, c'est-à-dire on peut montrer par la déconvolution des courbes, disons, qui vont nous parler de la conformation de la gélatine. Ce sont des courbes qui sont obtenues au départ de ce spectre infrarouge. On peut voir donc qu'il y a une rétention de conformation dans le système hélicoïdal et qui est induit par la sépiolite. Ce qui est corroboré par différentes techniques. Et aussi, dans ces systèmes argile-gélatine,
c'est qu'on peut voir, dans un travail en collaboration avec Henri Van Damme, on voit qu'il y a donc des déplacements très intéressants de la température des gélifications. Donc, ce qui peut être important à certains moments pour augmenter ces températures, ce qu'on voit, c'est que ces systèmes dans les argiles peuvent être dopés par différents colorants et peuvent être même utilisés comme capteurs visibles des pH par ces propriétés. Je voudrais maintenant vous montrer quelques exemples de matériaux du type cellulaire basés dans les bio-nanocomposites. Ici, c'est dans les jardins botaniques de Rio de Janeiro, et ça, c'est l'arbre, c'est l'arbre du voyageur. Vous voyez que c'est vraiment très grand, et il est très grand, c'est comparé avec la taille d'une personne, et cependant, il montre des propriétés mécaniques vraiment très intéressantes. Il est pratiquement vide. Si vous voyez une coupure, on voit que l'intérieur est pratiquement vide. Mais les propriétés mécaniques sont vraiment spectaculaires. C'est en quelque sorte, ça nous rappelle beaucoup à l'organisation qui ont les mousses rigides qu'on peut faire, qu'on peut produire par des bio-nanocomposites de silicates, et en particulier de certains argiles, avec des biopolymères comme dans cet exemple le chitosane. Ça, c'est un système ternaire qui nous montre qu'il y a donc des porosités. Ici, on voit les fibres de ces pyolites intégrées dans ce système, et on voit des porosités vraiment très variées, donc dites hiérarchiques. Et donc, ces systèmes qui sont visuellement très, très attractifs ont été utilisés donc, pour montrer cet arrangement. Mais je voudrais vous montrer ici un exemple de comment se produit ces systèmes de mousses, des mousses rigides. On a pris ces mesures dans un microscope électronique dans lequel on a mis une dispersion de l'argile avec le biopolymère. On maintient cet échantillon à 10 degrés sous zéro, à moins 10 degrés, et alors on commence à faire diminuer la pression, donc à faire le vide. Donc ce qu'on fait, eh bien, on va sublimer l'eau, on va faire une lyophilisation, et on peut prendre des différentes photos avec le temps, et on voit comment, au départ ici, la glace fond et passe directement à la phase vapeur et laisse ces petits trous que vous voyez là. Donc, ce sont les traces qui vont faire ces systèmes de type cellulaire, et en contrôlant les conditions expérimentales, on peut plus ou moins contrôler la porosité, donc la densité du matériel. Et ce sont intéressants, ces matériaux, parce qu'ils peuvent être processés. On montre certains d'entre eux très bonnes propriétés mécaniques, ils sont biocompatibles, etc. Donc, ils peuvent être appliqués comme des matériaux pour l'isolement acoustique, etc. Donc, ici, ça c'est l'aspect, ce sont des plaques qu'on peut fabriquer, des plaques isolantes qui sont de très basse densité, qui sont résistantes au feu, ils sont incombustibles, ils sont biocompatibles, ils sont biodégradables et ils ne sont pas trop chers, au moins les produits de départ. Donc, on a ces genres de matériaux qui sont ces propriétés, et vous voyez des densités vraiment extrêmement basses, comme 0,02 grammes centimètre cube. Ça ressemble un peu à l'organisation qui a l'os, ça c'est des matériaux qui en résultent, et on voit la zone compacte et la zone des mousses de l'intérieur. Donc ce sont vraiment seulement, le seul problème c'est que pour l'instant les propriétés mécaniques ne sont pas
suffisante pour ce genre d'application. Il y a moyen de compliquer un peu le système en combinant différents polymères. Ici, c'est l'alginate avec la sépiolite et avec l'amidon, je crois. Voilà. Et on obtient donc des mousses rigides qui sont très intéressants, avec des propriétés mécaniques qu'on voit qui sont synergiques entre les composants en absence de sépiolite ou même en présence de la sépiolite, avec des effets de renforcement assez considérables. Mais ce qui est intéressant de ces systèmes, c'est qu'ils montrent des porosités qui vont varier en fonction des propriétés, des compositions, des méthodes de préparation, etc. Et une des choses intéressantes, c'est par exemple que quand ils contiennent de la sépiolite, par exemple dans ces cas à 50%, on voit, ici c'est en absence d'argile, donc on voit que le matériel brûle complètement, mais ici il s'arrête, c'est vraiment auto-extinguible. Et on a vu que ça, c'est toujours lorsqu'il y a plus d'un 25% de contenu en poids de l'argile. Donc ici, dans ce système qui est une norme ASTM, on voit que le système est complètement auto-extinguible. Il y a la formation des matériaux carbonés. Et ces matériaux carbonés, curieusement, sont des matériaux du type graphène. C'est des graphénoïdes avec une très haute conductivité. D'ailleurs, c'est possible donc, de produire des matériaux donc, à partir de ces mousses, de faire des matériaux très poreux et qui peuvent être par injection d'une résine, par exemple d'une résine du type époxy, faire des plastiques qui ont des conductivités assez intéressantes parce qu'on fait un réseau des fibres de haute conductivité. Dans la conférence précédente, on avait montré que des graphènes dans ces conditions étaient formés d'une manière très simple. Et donc, ce sont des matériaux qui ont un contenu en carbone très faible, de façon que les propriétés mécaniques du polymère ne sont pas fortement dégradées. Normalement, quand on veut avoir un plastique conducteur, on ajoute du noir de carbone, par exemple, et il faut des quantités très grandes pour avoir une percolation. Dans ces cas, donc, le réseau est très favorable pour qu'avec un contenu très bas de carbone conducteur, on puisse obtenir des matériaux vraiment très intéressants de ce point de vue. Donc, il y a aussi une autre application, on l'avait déjà annoncé, c'est la possibilité d'application des nanocomposites comme support des selles vivantes. Et celle des algues était juste un exemple pour le cas des nanocomposites. Il y a aussi donc des supports de sépiolite, on voit, et de chitosan. Ces systèmes produisent une colonisation, ça s'est vu au microscope optique tout simplement, mais on peut laver avec le milieu physiologique. Ce système est retenu, mais continue à vivre pendant des mois. Donc, on sait d'ailleurs très bien que les argiles et les algues, c'est quelque chose qui est vraiment compatible. Dans des lagunes dans la nature, c'est souvent, on trouve, donc, entouré par des argiles, des oxydes de fer, etc., on trouve des algues qui se développent vraiment très bien. Finalement, je vais montrer aussi des possibilités de bionanocomposites qui sont formés avec des acides nucléiques. Et ce qu'on voit, c'est qu'ils sont très fortement protégés vers la dégradation, parce qu'ils sont protégés pour la dégradation d'enzymes, comme vous voyez ici. Et aussi, il y a des possibilités d'utilisation de la sépiolite comme vecteur non viral pour la thérapie. Je vais terminer pour parler un peu des virus et de l'activité des virus sur des systèmes hybrides basés dans les argiles. Ça, c'est les virus de la grippe. C'est typiquement une membrane qui est contenue avec les 8 paquets génétiques que vous voyez ici.
Donc, schématiquement, c'est qu'on voit qu'il y a des protéines dans ces membranes, qui est la neuraminidase et l'hématoglutinine. L'hématoglutinine, c'est celle qui a le pouvoir des réactions, de toutes les réactions qui sont allergiques, qui produit. Donc, on va voir que c'est une protéine qui peut être isolée, qui peut être combinée pour faire une reconstruction des virus avec nos membranes, les membranes artificielles qu'on a fait. Si on a une sépiolite et on la recouvre par les xanthane, le xanthane c'est ou la gomme WAR, ce sont des polysaccharides qui contiennent des unités de glucose, et, de galactose, pardon. Et ces unités de galactose sont les mêmes qui existent dans les mucoses. Les mucoses humaines particulièrement contiennent ce genre de fonctions de galactose. Et c'est là où on sait que des virus comme la grippe et d'autres virus comme le VIH, etc., vont s'accrocher très bien. Donc ce qu'on a fait, c'est recouvrir la surface de cette argile par ce type de polysaccharides. C'est comme une mucose artificielle. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'effectivement, on voit une dispersion extraordinairement homogène des virus, comme vous voyez ici. Si on ne met pas les polymères, les virus forment une agglomérat très grande, comme dans la dispersion habituellement dans l'eau, dans des systèmes physiologiques. Mais ici, ils se sont répartis très bien, comme dans la mucose. Réellement, on voit ici donc, le but on voit la fibre du silicate. Les polysaccharides, on ne les voit pas parce qu'il est beaucoup plus léger et l'image au microscope électronique ne peut pas nous montrer. Mais ce silicate est complètement recouvert par les xanthanes. Et ce qui est intéressant, c'est que ces systèmes vont être utilisés d'une manière très efficace comme adjuvants de la vaccine pour faire des vaccins, dans ces cas de la grippe, qui sont vraiment très, très efficaces. On voit donc cette évolution. Je vais aller un peu plus loin parce qu'on est dans le temps, mais je voudrais voir aussi la possibilité d'utiliser les membranes biomimétiques pour faire quelque chose de pareil. Réellement, ici, on a deux possibilités. Un, c'est utiliser les virus comme je vous ai montré dans le cas des polysaccharides, mais on peut utiliser aussi ce qu'on peut dire, c'est une reconstruction, la partie, disons, qui va être responsable de l'activité antigénique, c'est donc l'hématoglutinine. C'est une protéine donc, qui va s'adapter très bien aux membranes artificielles que nous avons faites. Et voilà, ce qu'on voit, c'est aussi, ce sont des fibres de l'argile et qui sont recouvertes par des phosphatidylcholines en formant une membrane artificielle et il y a les virus qui vont s'installer ici. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il montre l'activité vis-à-vis de la neuraminidase, ces virus. Donc, ils sont vraiment, l'activité biologique est vraiment assurée. Et aussi, donc, il y a aussi la possibilité d'absorber l'autre composant, ces protéines. Et ce qu'on voit, donc, c'est que ces systèmes sont capables d'insérer l'hématoglutinine et former donc des systèmes comme vous voyez ici. Ce qui est intéressant, c'est que même les virus ou les systèmes basés dans l'hématoglutinine ont une stabilité thermique qui les fait d'un intérêt spécial. Vous voyez, ils sont actifs à même jusqu'à des températures de 38 degrés, etc. Sinon, il faut garder, les vaccins par exemple, sont gardés dans des frigos. Mais quand on veut utiliser ça dans les pays du tiers-monde où il n'y a pas de moyenne, c'est vraiment un problème.
Et ça peut assurer, par exemple, qu'on peut distribuer des vaccins qui sont mieux protégés et qui pourront être bien efficaces sans les conditions qui habituellement sont requises. Donc c'est un aspect des possibilités que nous offrent ces systèmes hybrides. Et tout ça, évidemment, c'est valable pour la grippe qu'on vient de passer, du porc, on veut dire, la grippe A, mais il faut être bien protégé parce que la grippe aviaire, comme vous connaissez bien, c'est vraiment quelque chose qui est très dangereux. Il y a le taux de morbidité, c'est à peu près de 60%, et ça c'est vraiment très, très grave. C'est quelque chose qui avance et qui va arriver un jour ou l'autre. Je vais faire une récapitulation très rapide. Donc, bionanocomposite, c'est assemblage de biopolymères avec certains solides inorganiques. On a des systèmes très intéressants d'intercalation. Il y a des possibilités de former des mousses plus ou moins rigides, de très basse densité. Ces matériaux ont été sont relativement récentes, mais nous offrent de plus en plus de possibilités de différentes applications, comme par exemple la production de matériaux du type graphène dérivés des mousses, de ces mousses qu'on voit ici, ou la fabrication des membranes du type biomimétique, comme on vient de montrer pour la immobilisation des enzymes, des systèmes pour faire des biocapteurs, pour faire des systèmes de bioréacteurs, pour développer des vaccins, comme vous voyez ici. Mais aussi, ce sont des systèmes d'intérêt pour faire des supports pour la production industrielle des algues et aussi pour l'immobilisation des virus et voilà, les applications, les futurs. On ne connaît pas très bien les futurs, mais on peut dire que dans quelques lignes, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup à travailler, et bien que c'est quelque chose, disons, des activités qui sont relativement récentes, il y a, à mon avis, un grand futur parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et qui peuvent avoir des applications bien utiles pour la société. Et je vous remercie pour votre attention.